Alors, ceci constitue la suite de la première vidéo sur la nouvelle réaliste. Nous en sommes arrivés à la nouvelle intitulée Le Grand Michu. Il s'agit également d'une nouvelle de Maupassant que vos camarades ont eu du mal à interpréter. Ils s'en sont tenus à un premier niveau de lecture en relatant les faits concernant un adolescent de 18 ans, élève en quatrième dans un collège. L'événement principal de cette nouvelle est une révolte organisée à la cantine par les collégiens, menée par le grand Michu. À la fin de la nouvelle, il est le seul à être puni et exclu du collège. Il deviendra un simple paysan. Lorsque le narrateur le revoit quelques années plus tard, on perçoit la déception du grand Michu qui semble affecté du fait qu'aucun des camarades n'ait pris sa défense ou l'ait laissé porter seul la responsabilité de cette révolte. Certes, la nouvelle se termine par le fait que le grand Michu adorait les plats de la cantine. Il s'est donc révolté contre un système qui en fait ne lui causait pas de difficultés particulières. On voit qu'il a fait passer l'intérêt général de ses camarades avant son intérêt particulier. Alors on ne comprend vraiment le sens de cette nouvelle que si on s'attache au personnage de son père, qui est passé inaperçu dans la lecture de vos camarades. Le père du grand Michu, comme nous le précise Maupassant, a participé à l'insurrection de 1851. Il faut donc faire quelques recherches historiques pour comprendre ce parcours. Vous savez que par le coup d'État du 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte a mis un terme à la Seconde République et ouvert la voie du Second Empire. Mais si Paris et les grandes villes ne bougèrent presque pas, par contre, c'est du fond des campagnes qu'éclata la colère. En Provence, et dans le Var en particulier, où se déroule la nouvelle du Grand Michu, des dizaines de milliers d'hommes, pour la plupart des paysans, prirent les armes et marchèrent contre la dictature. Par amour de la République, nombre d'entre eux allaient perdre la vie ou la liberté. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comparer l'histoire, le parcours de l'adolescent appelé le Grand Michu, comparer son parcours à celui de son père. En fait, il va vivre sur un mode plus dérisoire, plus prosaïque, plus ordinaire dans une simple cantine scolaire, une aventure révolutionnaire vécue sur le plan de l'histoire avec un grand H par son père. Et de la même manière que cette insurrection a été un échec pour les paysans varois, de la même manière, le grand Michu est en quelque sorte condamné, comme l'a été son père, à devenir paysan. Et c'est intéressant de commenter le titre et l'adjectif, le grand, dans le grand Michu. Il y a une certaine grandeur dans ce personnage, mais une sorte de grandeur déchue, justement. Et cet héroïsme du personnage qui mène une révolution avec des accents presque épiques dans la description de la révolte à la cantine, cette révolution amène en fait à une forme de désillusion tout à fait pessimiste. La nouvelle Le Papa de Simon est beaucoup plus simple à comprendre. Il s'agit de l'histoire d'un garçon de 8 ans qui n'a pas de papa. Ce papa n'est ni enterré au cimetière, ni éloigné géographiquement. Il n'existe tout simplement pas. À cause de ce mystère, le petit Simon se fait harceler à l'école, injurier, frapper, ridiculiser, mais à la fin de la nouvelle, il trouve le courage de se venger, de se défendre. Il attrape des pierres et les lance au visage de ses camarades, qui vont finir par le laisser tranquille. Plus intéressante est la nouvelle intitulée Le Vieux. Elle a posé problème à vos camarades qui ont présenté ce panneau. Dans un premier temps, parce que Maupassant y retranscrit le patois paysan d'un couple de fermiers. C'est d'ailleurs un des passages qu'ils ont souhaité faire figurer sur leur panneau. Voilà un exemple de dialogue qu'entretiennent le mari et sa femme face à la longueur de l'agonie du grand-père.
Dis donc, Fémi, n'veux point finir? Qu'est que tu ferais, té? Réponse: Il ne passera point le jour, pour sûr. Y a point à craindre. Pour lors que le maire n'opposera pas qu'on l'enterre tout de même demain, vu qu'on l'a fait pour maître Renard, le P4 est passé juste aux semences. On comprend que ce patois paysan ait pu freiner un petit peu la lecture de ce groupe. Il y a un point particulier qui a échappé à vos camarades, c'est que ce couple de fermiers, dont le père ou le beau-père est en train de mourir, n'est pas du tout affecté par l'agonie de ce vieil homme. Au contraire, on les sent plutôt impatients que le vieillard meure, tout simplement parce qu'ils ont des obligations professionnelles, ils sont pris par le calendrier précis des travaux agricoles. Et l'ironie, c'est que pour mieux organiser leur travail, ils vont avancer la date de l'enterrement. Ils ne vont pas avoir la patience d'attendre que le grand-père soit mort pour organiser une réception de funérailles. Persuadés qu'ils sont que le grand-père n'en est plus qu'à ses dernières heures de vie. Et du coup, comme ils ont fait un mauvais calcul, ils seront en fait obligés quelques jours plus tard de réorganiser la même réception et d'engager double dépense alors qu'ils avaient déjà des problèmes financiers au départ. Donc on retrouve le thème de l'avarice et de la pauvreté et des problèmes d'argent qui finissent par prendre le pas sur l'humanité des personnages qui ne sont même plus capables de s'apitoyer sur le sort d'un vieil homme en train de mourir et qui n'hésite pas à organiser une réception, à se régaler pour fêter son enterrement alors qu'il vit ses derniers instants. Il est important, pour compléter l'approche de la nouvelle réaliste, de comprendre que le réalisme touche aussi bien la peinture que la littérature. Le peintre Millet, contemporain de Maupassant, choisira également de représenter dans ses œuvres non pas la beauté, mais une réalité sociale, par exemple celle des paysans, dans ce tableau intitulé Les Glaneuses, ou encore dans celui-ci intitulé L'Angélus. Voici donc le bilan que vous pouvez reporter sur votre cahier. Le premier point qui caractérise le réalisme de Maupassant, c'est le fait qu'il reconstitue chaque milieu avec un grand soin de détail. Nous avons déjà vu dans la parure comme l'atmosphère du bal était représentée par de longues énumérations très précises sur le milieu aristocratique. J'ai rappelé que aussi bien dans la nouvelle Pierrot que dans le vieux, le patois paysan ou le patois normand sont utilisés. Dans la nouvelle, le papa de Simon, c'est cette fois-ci le langage enfantin qui apparaît, mais l'ancrage dans la réalité transparaît aussi par des allusions précises, à des lieux, à des dates et à l'histoire de France, avec par exemple le lien rappelé avec l'insurrection varoise de 1851. Deuxième point important, une nouvelle réaliste relate toujours une histoire banale concernant la vie quotidienne de personnages ordinaires. Dernier point qui caractérise l'écriture de Maupassant, c'est le regard pessimiste qu'il porte sur une réalité souvent cruelle et mesquine. La méchanceté d'abord est critiquée, qui va de la méchanceté des enfants à la méchanceté d'adultes incapables de sentiments face à leur père qui est en train de mourir. L'égoïsme de personnages centrés sur leur propre intérêt financier, sur leurs propres problèmes, est également dénoncé. Le thème du sacrifice inutile, que j'ai expliqué dans la nouvelle Le donneur d'eau bénite, se retrouve également dans la parure, puisque monsieur et madame Loisel vont consacrer 10 ans de leur vie à rembourser une parure qui ne valait rien. Donc là encore, effet de chute, on comprend, comme dans Le donneur d'eau bénite, que ces sacrifices auraient pu être évités. Alors j'ai laissé volontairement de côté un panneau qui présente une nouvelle qu'on n'appelle pas forcément une nouvelle réaliste, mais une nouvelle naturaliste. Celle-ci est écrite par Émile Zola.
Elle sera développée dans son roman Thérèse Raquin sous une forme, plus longue que la nouvelle. Alors qu'est-ce que le naturalisme par rapport au réalisme? C'est en fait un mouvement littéraire qui arrive vraiment dans la lignée du réalisme. L'objectif pour l'écrivain est de vérifier expérimentalement dans ses romans le rôle des déterminismes sociaux et biologiques sur l'individu. Autrement dit, par une démarche scientifique, on invente une situation, on place un personnage chargé d'une lourde hérédité ou d'un tempérament biologique particulier dans un milieu défini, et on se propose ensuite d'observer la situation et d'expliquer le comportement de son personnage avec une objectivité scientifique. C'est le cas de cette histoire qui relate le meurtre d'un mari par la femme et son amant. Le tempérament de chacun des personnages, dès le départ, va conditionner l'issue fatale de cette nouvelle, puisque après avoir tué le mari, la femme et l'amant finiront par se suicider. Si vous avez la moindre question sur l'une ou l'autre de ces 2 vidéos, pensez à les inscrire dans votre cahier à la suite du bilan pour pouvoir me les poser, quand je passerai dans les groupes.